Venez déguster un café radio avec Unimix. Fascisme, retour aux années 30, esprit munichois. Le vocabulaire historique lié à la période de l'entre-deux-guerres fleurit depuis quelques mois dans les médias. Face à la nouvelle administration Trump, au salut nazi de Musk ou de Bannon, à la poussée des partis d'extrême droite dans presque toutes les démocraties occidentales, on cherche plus que jamais à interroger notre présent à la lumière du passé. Mais en quoi l'histoire peut-elle être un outil pour comprendre le présent ? Les phénomènes politiques contemporains s'apparentent-ils au fascisme pré-1945 ? Que signifie ce terme au juste ? Que penser de son utilisation contemporaine ? Quels avantages et quels problèmes fait surgir la comparaison en histoire ? Pour tenter de répondre à ces questions complexes mais néanmoins passionnantes, j'ai le plaisir et la chance d'accueillir 3 membres du comité de la Fachschaft d'Histoire de l'Université de Fribourg, Thelma Debon, Lucas Nicolet et Patrick Horta. Bonjour à vous 3. Salut. Salut. Et merci beaucoup de votre présence au studio d'Unimix, surtout en ce mercredi après-midi où il fait grand beau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser 2-3 questions un peu plus personnelles pour qu'on apprenne à vous connaître. Où en êtes-vous dans votre parcours d'études, notamment en histoire ? Et puis, en tant que futur historien, historienne, quelle est votre période, votre sujet, votre événement, votre personnage historique qui vous passionne le plus et pourquoi ? Donc, je m'appelle Lucas Nicolet, je termine mes études en histoire contemporaine et en français. Donc, mon master que j'ai déposé ce lundi a été réalisé donc en histoire contemporaine. Parmi mes centres d'intérêt, je m'intéresse beaucoup à l'histoire politique française et suisse des années 1870 à 1945. Aussi beaucoup d'histoire de la presse sur laquelle porte mon mémoire. Et on va dire peut-être une figure qui me marque et sur laquelle j'aime beaucoup me renseigner, étudier, celle de Charles de Gaulle, qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours. Merci beaucoup. Et puis, j'en profite, quel est ton rôle dans le comité de la Fachschaft d'Histoire ? Je la co-préside donc depuis 2 ans. Super, merci beaucoup. Patrick ? Alors du coup, je m'appelle Patrick Horta, je suis aussi en dernier semestre d'histoire contemporaine. La période qui m'intéresse le plus, je dirais, c'est aussi toute la période qui concerne les mouvances en fait ouvrières, donc l'histoire ouvrière. J'en ai aussi fait mon mémoire. Et je dirais le personnage historique qui m'inspire le plus, évidemment, Karl Marx. Super, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Thelma Debon. Je suis aussi comme mes camarades en dernier semestre de master. Au niveau de mes périodes de prédilection, je dirais que j'aime pas mal la période coloniale, donc plutôt 19e, 20e siècle, et tout ce qui est aussi, comme Lucas, de la presse helvétique de la seconde moitié du 20e siècle. Et puis, je rejoins aussi Patrick sur les luttes ouvrières, tout ce qui est mouvement contestataire post-68. Trop cool. Et pardon, j'ai oublié, Patrick, ton rôle dans la Fachschaft, et puis pareil pour Thelma. Effectivement, je m'occupais des réseaux sociaux jusqu'à tout récemment, et comme je suis super à la bourre pour mon mémoire, du coup j'y ai renoncé, mais on garde toujours un pied dedans. Super. Et moi, je co-préside avec Lucas la Fachschaft depuis 1 an et demi. Excellent, merci beaucoup. D'ailleurs, je profite que vous soyez là pour vous demander, est-ce qu'il y a une actualité de la Fachschaft, des événements prochainement où on pourrait participer ? C'est très bien que tu en parles parce que c'est l'événement phare de la Fachschaft, donc c'est Histoire d'en boire une. Donc on est un peu dans le thème là. On paraît bien sérieux, c'est bien comme ça. Oui. C'est quoi le 13 mai, hein ? Exactement, le mardi 13 mai, donc c'est la 2e année qu'on fait ça. On organise un grand apéritif au bord de la Sarine. Et donc voilà, tout le monde est le bienvenu. Super, merci beaucoup. Alors déjà, à partir des réponses que vous nous avez données, surtout par rapport à vos passions historiques, on voit que l'histoire traite des sujets très très variés, mais c'est plus qu'une passion, c'est vraiment une science. Et je voudrais qu'on aborde tout de suite un petit peu ce métier d'historien. Et ma première question, c'est évidemment comment avoir connaissance de quelque chose qui n'existe plus, c'est-à-dire le passé. Comment on peut appréhender ça ?
Alors c'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent on se demande comment l'historien il travaille finalement et la source première, enfin la matière brute avec laquelle il travaille, c'est justement ses sources. Donc c'est vraiment les traces tangibles du passé. Donc elles peuvent se démultiplier. Il y a différentes formes qui sont assez variées. Donc je peux parler par exemple des sources textuelles. Donc c'est tout ce qui recoupe les documents écrits. Donc ça peut être des lettres, la presse aussi, des discours politiques ou encore des tracts. Il y a aussi des sources iconographiques, donc tout ce qui relève de l'image, la photographie, les affiches ou bien encore des objets comme des fresques par exemple. Il y a aussi les sources audiovisuelles, pardon. Donc ici, on est aussi en plein dans le thème, donc tout ce qui est émissions radio, émissions télévisées, qui permettent d'appréhender non seulement des informations factuelles, mais également de retirer la manière dont l'information est rendue publique. Qu'est-ce qu'on passe sous silence? Qu'est-ce qui est mis en avant? Et puis, il y a également l'histoire orale. On est peut-être un peu moins familier avec cette méthode, en tout cas en histoire à l'Université de Fribourg. Donc c'est tout ce qui est interview des personnes qui ont assisté aux événements historiques. Et ça permet parfois d'avoir des informations complémentaires par rapport aux archives qui peuvent être lacunaires et aussi de donner la voix à des minorités. Et puis je pense à toi, Patrick, avec ton sujet de mémoire sur... les saisonniers portugais. Exactement. Ouais. Et aussi les femmes qui sont souvent invisibilisées dans les archives. Ok, donc vraiment une variété de sources très très large. Vous êtes les trois plutôt spécialistes d'histoire contemporaine. Est-ce qu'il y a des différences quand même notables par rapport aux autres périodes? Est-ce que quelqu'un un spécialiste de l'Antiquité va évidemment, j'imagine, pas se baser sur des sources audiovisuelles, mais surtout en histoire contemporaine, c'est quoi le type de sources vous diriez que vous utilisez le plus, sur lesquelles vous vous concentrez? Ça dépend. En vrai, ça dépend sur la thématique que tu veux te concentrer. Par exemple, moi, du coup, pour les saisonniers portugais et les saisonnières portugaises, je me base en partie sur les sources orales parce que avant la révolution des œillets, on représente vraiment une population analphabète. Donc les sources écrites n'existent pas et si elles existent, elles sont rarement compréhensibles. Donc par exemple, à titre d'exemple, j'ai dû interviewer des saisonniers, des anciens saisonniers et pour leur faire cette interview, on doit donner généralement un document de présentation de notre mémoire, etc. Et en l'occurrence, il y a vraiment eu des personnes qui m'ont regardé, qui m'ont dit je vais pas pouvoir lire votre document et je vais pas pouvoir écrire mon nom parce que je peux pas lire. Donc effectivement, l'historien doit aussi s'adapter finalement au contexte sur lequel il veut parler. D'accord. Et bien, puisque tu as abordé justement le sujet de ton mémoire, je vous pose la question un petit peu pour vous deux aussi. Sur quelles sources vous vous êtes basés pour vos travaux de master respectifs? Alors, donc, à titre personnel, je travaille sur un journaliste vaudois actif dans les années 1920-1930, qui n'a pas laissé d'archives privées. Donc, vers ce quoi je me suis dirigé, ce sont surtout les archives institutionnelles, fédérales ou au niveau cantonal, mais aussi, bien sûr, quand il s'agit d'un journaliste, ce sont bien sûr les archives de presse. Les articles, bien sûr, il y a eu un grand effort de numérisation des journaux en Suisse. Mais aussi les archives des journaux en tant qu'institution, en tant qu'entreprise, journaux dans lesquels donc mon personnage a été employé. Et c'est comme ça que finalement sans avoir de lettres à proprement parler de ce personnage, sans avoir d'écrits autobiographiques, en tout cas non publiés, on arrive à restituer son existence à travers des sources un peu plus, on va dire, diagonales, non directes. Très intéressant. Et puis toi, Thelma? Moi, je travaille sur un journal d'extrême gauche genevois issu des mouvements contestataires justement des années 68. Et comme pour Lucas, ma source principale, ça va être les archives des journaux en tant qu'entreprise. Donc j'ai accès à des procès-verbaux, à des assurances sociales, des factures, la correspondance. Donc ça me permet de regarder comment le journal à l'interne il fonctionne. Mais au-delà de ça, peut-être pour élargir la perspective, j'ai accès à la presse. Donc qu'est-ce qui est dit de mon journal dans le paysage médiatique de l'époque? Et là, il y a une richesse qui est exceptionnelle. On a accès à ça en ligne en 2 clics. Donc c'est assez fantastique. Donc dans une approche plutôt comparative, donc tu compares, c'est-à-dire les différents... ce qu'on peut retrouver dans d'autres types de journaux à la même époque ou bien...
Alors, étant donné que mon journal a un faible tirage et que je partais du postulat qu'il n'était pas forcément connu, j'ai été voir qu'est-ce qui était dit de lui dans la presse, donc par des grands journaux avec un plus grand tirage. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était très bien représenté et inséré dans le paysage médiatique plus global et même bourgeois. D'accord. Ouais, c'est très intéressant, mais moi je me pose la question, on a ces sources en main. À partir de là, comment on fait de l'histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une méthode pour partir d'un espèce de ce matériau-là et en tirer un travail historique qui a une valeur scientifique ? Je me tourne vers toi ici, Lucas, pour cette question. Ouais, bien sûr. Alors, tu as justement en préambule déclaré que l'histoire était une science. Alors, c'est évidemment quelque chose de très débattu. Par exemple, le grand historien français Marc Bloch parlait dans les années 1930 de science de l'homme, science des hommes dans le passé. Puisque bien sûr on s'appuie sur une méthode rigoureuse. Pour autant il y a eu bien sûr des contestations, hein, puisque les objets d'étude en histoire sont tellement variables que finalement est-ce qu'une seule méthode existerait ? Alors en tout cas, la méthode qu'on nous apprend à l'université et qui se retrouve aussi bien plus loin dans le champ académique. Alors bien sûr, nous nous basons donc sur ces sources que tu as détaillées, Thelma, donc très variées, et notre travail consiste à analyser ces sources et à les mettre en récit. Alors bien sûr, le point de départ, on va dire, c'est de choisir un sujet. Alors comment on fait ? On choisit un sujet en fonction de nos intérêts personnels, mais aussi parfois en raison d'une demande externe. Par exemple, si on participe à un projet de recherche ou si une institution nous contacte pour produire une recherche. Et à partir de ce sujet, on va rassembler des sources, former un corpus de sources, donc sources qui est archivistique, des témoignages oraux. Il faut qu'il y en ait suffisamment pour produire une recherche, sinon le sujet n'est pas faisable. Et ces sources, on ne va pas simplement y piocher des éléments et les agencer, mais on va les interroger plutôt à travers une problématique. C'est-à-dire une problématique, c'est finalement ce sujet, comment on va l'aborder et qu'est-ce qu'il nous révèle, quelle est la logique interne de notre sujet. Alors cette problématique, on va la définir en fonction des sources, mais elle va aussi donc conditionner notre manière de lire des sources pour, on va dire, asseoir notre problématique. Nous allons formuler des questions de recherche qui vont être donc une série de questions que l'on va poser aux sources pour finalement donc voir pour répondre à notre problématique. Et donc voilà, il y a bien sûr des manières très variées de travailler. On peut faire appel à d'autres sciences, ce qu'on appelle aussi les sciences auxiliaires de l'histoire, comme par exemple plutôt pour l'histoire antique ou médiévale, à la numismatique, à l'épigraphie. Pour ce qui concerne l'histoire contemporaine, bien sûr, il y a un apport de la sociologie notamment qui est très important, qui n'est absolument pas nouveau, mais qui est de plus en plus valorisé. Aussi, par exemple, on peut penser sur des enjeux très contemporains aux sciences de l'environnement, pour faire de l'histoire environnementale. Donc voilà, donc en gros, la méthode que l'on a, et au final, on arrive donc à une recherche qui peut être publiée ou qui reste dans un cadre académique. Donc voilà, tout dépend du contexte, on va dire. D'accord. Et puis, tu as dit avant qu'on allait construire un récit à partir des sources. Moi, ça m'étonne un peu. Qu'est-ce qui va distinguer un travail historique d'un récit national, voire nationaliste, on pourrait dire, comme d'ailleurs on va voir évidemment avec les fascismes des années 30, qui ont construit aussi un récit, on pourrait dire un récit historique ? C'est une question générale, hein, tout le monde peut tout à fait réagir. En fait, la différence, c'est que généralement, ces récits sont construits sur des mythologies. Et ces mythologies, elles tirent un petit peu leurs sources sur des idées en fait construites à l'époque. Et donc, c'est beaucoup plus plastique comme construction. On pense notamment aux Ariens, sur lesquels on n'a pas forcément de preuves historiques de l'existence des Ariens. On sait qu'on a des textes qui en parlent, mais
autant que la théogonie grecque ou n'importe quoi. Alors qu'un historien, effectivement, il va avoir des preuves tangibles en fait que ces événements, que ces textes parlent d'une chose véridique. Donc c'est pas finalement des interprétations, mais comme disait Lucas, c'est vraiment un travail scientifique qui vient relever en fait vraiment des faits en fait. C'est ça la différence entre un récit et une recherche historique. Et ça, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, qui évite aussi la téléologie, non ? Exactement. Peut-être c'est une des différences qu'on pourrait noter avec justement un récit nationaliste qui essaye d'expliquer comme si c'était inéluctable, exactement. Exactement, j'avais justement noté ça sur mon support, mais en fait, on revient à nouveau à la méthodologie de l'historien, mais l'historien veut à tout prix éviter cette téléologie. L'histoire n'est finalement pas une continuité logique, mais elle dépend en quelque sorte aussi de dynamique, d'énergie, de personnes qui influencent les événements. Et les événements finalement aussi s'influencent entre eux. Donc finalement dire que l'histoire est linéaire et que bien sûr que on entend beaucoup aujourd'hui dans les discours que oui, alors comme il y a eu cet événement avant, c'était logique qu'en fait il y ait ça par la suite. En histoire, on cherche justement à démonter ça et on veut montrer qu'en fait chaque personne, chaque événement est indépendant en fait et ne va pas faire répondre le présent. Et puis aussi peut-être pour compléter ce que tu viens de dire, il y a cette notion d'agency dont on avait déjà discuté. Donc les acteurs des événements historiques ont une marge de manœuvre et ils ont un libre arbitre. Ils ne sont pas dictés par une sorte de linéarité de l'histoire. Une force supérieure comme la loi de la nature. Très bien, mais alors encore une question par rapport plutôt à la recherche historique, l'historiographie. Pourquoi ou comment expliquer plutôt que l'historiographie se renouvelle continuellement ? Il y a plein de raisons. La découverte de nouvelles sources, par exemple, sur un sujet que l'on avait jusqu'ici ignoré ou tout simplement pas découverte. Mais aussi, je pense qu'on aura aussi l'occasion de revenir là-dessus plus tard, mais l'histoire est bien sûr ancrée dans l'actualité. Les préoccupations de l'actualité aussi guident les sujets historiques, c'est-à-dire que si on a une préoccupation au sein de nos sociétés, si on a par exemple une crise, enfin voilà, je sais pas, je prends l'exemple de la guerre, du conflit russo-ukrainien. Dans le sillage d'un conflit éminemment actuel que l'on vit avant tout à travers le journalisme, on aura des recherches historiques qui chercheront à comprendre les causes de ce conflit en remontant beaucoup plus loin, enfin pourquoi pas à la fin des empires centraux, la naissance de l'Ukraine, son absorption par l'URSS, enfin voilà, on peut remonter très loin. Mais voilà, l'histoire répond toujours à une actualité. Donc voilà. L'histoire répond à une actualité. Est-ce qu'elle permet aussi de la comprendre ? Ça serait du coup dans l'autre sens. Est-ce que l'histoire peut nous aider à comprendre le présent ? Alors, justement, en tant qu'historien, on est assez partagé. On va commencer par le non. L'analyse du présent en renvoyant au passé est en fait fausse. Là, on revient à nouveau à dire qu'en fait, un historien est téléologue, alors que pas du tout. L'analyse du présent comme un produit du passé, du coup, est logiquement fausse. On néglige justement toutes ces questions, du coup, que Thelma a mentionné, l'agency, etc. Et en fait, pour un historien, pour faire sa recherche, il a besoin de ce qu'on appelle aussi le recul historique, qui est nécessaire non seulement au niveau des sources, parce que généralement elles sont presque aussi, surtout dans l'histoire contemporaine, elles sont protégées par des lois. On ne peut pas ouvrir des sources qui ont moins qui sont pas assez vieilles pour la protection aussi des données des personnes qu'elles concernent. Et de l'autre côté, oui. Et c'est exactement ce que dit Stéphane Audouin-Rousseau dans le podcast aussi de la RTS, on pourra renvoyer à ça, qui s'appelle Écrire l'histoire. Il dit finalement l'histoire nous apporte quelques outils qui nous permettent d'aller plus loin dans la manière d'appréhender notre présent, et il termine déjà par ça, et c'est déjà beaucoup. Et donc là, en fait, on voit la limite du travail de l'historien. L'historien, c'est pas un voyant qui va deviner ce qui va se produire. Par contre,
il aura les outils du passé pour comprendre comment c'est ficeler le présent. Donc là est toute la question en fait finalement de est-ce que l'histoire c'est un outil pour comprendre le présent ? Oui et non. Comment on en est arrivé là finalement d'une certaine façon ? Exactement, quelles sont les dynamiques qui ont influencé l'époque dans laquelle on se trouve, quelles sont aussi toutes les personnes qui ont contribué aux idées qui ont été développées. Je veux par exemple à nouveau citer mon idole historique, mais c'est vrai que, imaginons sans Karl Marx et sans Engels, est-ce que finalement le communisme se serait développé ? C'est pas, comme tu dis de manière téléologique, le communisme ne naît pas de soi, il faut des acteurs qui le créent finalement, qui le conscientisent et qui le développent. Donc c'est là où on veut en venir. L'histoire n'est pas linéaire, le communisme n'était pas automatique dans l'histoire, mais il a été créé par quelqu'un et par la suite, il a influencé les choses. Mais effectivement, on cherche à comprendre le présent grâce à l'histoire, mais ça se fait pas forcément comme ça. Alors je pense que c'est des réflexions qu'on va pouvoir mettre en pratique maintenant dans notre deuxième partie, c'est-à-dire celle où on se penche sur le fascisme d'hier et aussi le fascisme peut-être d'aujourd'hui. C'est en tout cas la question qui est posée maintenant. Avant toute chose, j'aimerais vous faire écouter un petit extrait, plus précisément un discours de Donald Trump, donc un discours de l'actualité qu'il a tenu en novembre 2023 à l'occasion de la fête des anciens combattants. Je vous fais écouter et puis on pourra écouter vos réactions juste après. Avec votre aide, votre amour et votre vote, nous ferons passer l'Amérique en premier. Et aujourd'hui, en particulier en l'honneur de nos grands vétérans, à l'occasion de la journée des anciens combattants, nous vous promettons d'éradiquer les communistes, les marxistes, les fascistes et les voyous de la gauche radicale qui vivent comme de la vermine dans les confins de notre pays, qui mentent, volent et trichent lors des élections et qui feront tout ce qui est possible, légalement ou illégalement, pour détruire l'Amérique et le rêve américain. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ce que je décèle ici, en premier, c'est bien sûr le discours nationaliste, qui d'ailleurs est un des fondements et une des composantes du fascisme. Et sinon aussi, cette rhétorique de l'ennemi, ça se construit beaucoup par l'exclusion. Et un discours qui va galvaniser les masses de manière générale. Je pense que c'est ces deux choses-là que je retiendrai dans cet extrait. Oui, on a aussi une espèce d'essentialisation du combat finalement que purent avoir ces anciens combattants. Ils auraient donc lutté contre, si je reprends les termes, le communisme, le fascisme et le bolchevisme, peut-être. Oui, la gauche radicale. Enfin oui, c'est une espèce de simplification et de transposition. J'imagine là plutôt qui s'adresse éventuellement à des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, mais on prend finalement ce contexte de la Seconde Guerre mondiale pour l'appliquer aujourd'hui de manière justement non contextualisée. C'est ça qui est assez... J'aimerais aussi revenir sur la création, ou en tout cas la fascination que en tout cas ces discours ont à créer des héros, finalement des héros nationaux. Là, Donald Trump, clairement, il galvanise un petit peu l'Amérique en disant que du coup, ils ont combattu le communisme, le fascisme et l'extrême gauche. Je tiens à dire aussi qu'il cite 4 mouvements de gauche, si je dis pas de bêtises, et un mouvement de droite. Donc voilà, on décèle aussi finalement quelle idée il a derrière. Donc à nouveau, cette création d'un mythe en fait, d'un mythe militaire, d'un mythe guerrier en Amérique. Et peut-être aussi pour montrer aussi l'ancrage de ces mythes, c'est qu'il n'a au final pas besoin d'être contextualisé, on le comprend automatiquement. Et c'est ce qui fait son efficacité aussi. De ce discours. Donc on voit à quel point le passé est très présent encore aujourd'hui pour toute la société. On a parlé du fascisme plusieurs fois. Je pense que là c'est important qu'on s'attelle à un exercice de définition. Thelma, je crois que tu t'es penchée là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition du fascisme et plus précisément de quel fascisme tu vas parler là, plutôt du fascisme classique des années 30 ou bien
Alors, je trouve que c'est important de passer par cet exercice pour essayer de voir à quel point cette définition, déjà, elle est assez floue, assez limitée et donc très englobante et très peu palpable à la fois. Donc, j'ai cherché la définition donc, sur le TLFI, Trésor de la langue française informatisée, qui dit, je cite, « Doctrine que Mussolini érigea en Italie en système politique et qui est caractérisée par la toute-puissance de l'État ». Intervention de l'État dans l'économie, étatisation des appareils idéologiques, développement de l'appareil répressif dominé par la police politique, prépondérance de l'exécutif sur les législatifs et par l'exaltation du nationalisme. Donc dans cette définition, pour moi, il y a 3 axes qui sont assez importants. Donc déjà, cette définition est basée vraiment sur le modèle de Mussolini. Parce que je le rappelle, c'est vraiment le premier régime de ce type qui va naître à partir de 1922. Et d'ailleurs, le terme lui-même dérive d'un nom italien, fascio, qui désigne en fait des associations d'anciens combattants qui se sont constituées à partir de 1919 et qui ont aidé Mussolini dans sa marche sur Rome. Au-delà de ça, il y a la notion de nationalisme que j'ai évoquée tout à l'heure, et puis cette notion de toute puissance de l'État. Mais on voit que c'est assez pauvre, il y a 2 critères définitionnels, et ça peut recouper plusieurs réalités qui sont totalement différentes. Et puis ici, on se base sur l'exemple de Mussolini, alors que il y a l'Allemagne nazie, il y a des formes un peu plus hybrides, comme la Pologne avec Pilsudski, ou bien la Lituanie de Voldemaras, ou plein d'autres exemples sur lesquels on peut encore discuter. Mais voilà, moi je me baserai sur cette définition, mais toujours en disant elle est assez limitée et il y a des cas limites dont on peut discuter. Il y a Umberto Eco, justement le philosophe, qui a proposé 14 signes pour reconnaître ce qu'il dit, ce qu'il nomme lourd fascisme. C'est une forme de fascisme primitif. Et du coup, ces 14 points, ils regroupent plusieurs thématiques qui en fait définissent des fascismes qui peuvent en fait avoir différentes formes. Mais on retrouve par exemple le culte de la tradition, selon laquelle la connaissance ne progresse pas, le refus du modernisme, on prône souvent l'action pour l'action, le refus de l'esprit critique, etc. Donc il y a plusieurs formes aussi de nommer et d'englober le fascisme. Justement, je pense que ce serait plus opportun de parler non pas d'un fascisme au singulier, mais des fascismes au pluriel pour montrer justement toutes ces singularités dans les différentes manifestations nationales de ces régimes fascistes. Alors justement, j'allais reprendre par rapport à ce que tu as dit et puis aussi ce que tu as dit Patrick. Est-ce que vous pensez qu'on peut appliquer la notion de fascisme donc à partir du cas italien à d'autres cas, c'est-à-dire national-socialiste allemand, le franquisme peut-être ou le Portugal de Salazar, des régimes autoritaires d'Europe de l'Est, etc. Même les ligues françaises, le francisme, enfin tout ça bien sûr dans le contexte des années 30. Est-ce que on peut étendre cette doctrine de Mussolini telle que tu as présenté la définition telle que tu nous as présentée avant à d'autres cas et justement parler d'un fascisme au pluriel? Bon, il y a incontestablement dans tous les pays que tu as cités, toutes les idéologies que tu as citées, un socle commun et aussi une émulation à partir du modèle italien. Enfin, c'est notamment le cas en Suisse. Enfin, il y a eu une émergence du fascisme en Suisse au début des années 1930, notamment dans le canton de Vaud, où on s'inspire énormément de ce que fait Mussolini. Il a su, on va dire, remettre en ordre l'Italie, chasser, ou en tout cas mettre fin à ce que l'on perçoit comme étant une menace communiste. Alors oui, il y a bien sûr ce socle commun, mais comme l'a dit Patrick, ce fascisme prend des formes très différentes selon les pays. Par exemple, en Allemagne, on a une composante, dès le début, une composante antisémite dans le nazisme que l'on ne retrouve pas en Italie, que l'on retrouvera bien plus tard, à partir de 1938, au moment où justement Mussolini renforce ses liens avec l'Allemagne et se calque progressivement sur les lois Nuremberg de 1935. Donc oui, on peut parler, on va dire, d'une émergence, d'une montée du fascisme à l'échelle européenne, tout en prenant en compte, encore une fois, la variété des contextes et des applications. Exactement, je pense qu'il faut prendre en compte la variété des contextes et des époques et des applications. Et je pense que justement là est toute la différence. On
peut pas forcément calquer le fascisme de Mussolini en disant que Meloni est la fille de Mussolini. On est vraiment à des contextes, on se trouve vraiment dans des contextes différents, à des époques différentes, et surtout il y a une continuité d'événements qui n'ont pas façonné les fascismes de la même manière. Moi je pense par exemple au Portugal de Salazar, finalement c'est un pays qui s'inspire aussi dans sa première constitution salazariste du fascisme, mais qui ensuite va le travailler selon son contexte, c'est-à-dire le contexte international du colonialisme, le contexte aussi isolationniste que Salazar avait. Donc on est vraiment en fait dans des applications différentes, même si, comme Lucas l'a dit, le socle est ressemblant. Je pense justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est moins dans l'idéologie que dans l'application de cette idéologie qu'on peut déceler les différences. Il y en a de ceux qui vont préférer avoir une conception totalisante du fascisme, comme en Italie et en Allemagne, où vraiment on va encadrer les masses, on va s'appuyer sur le plébiscite de la population. Donc je parle ici du totalitarisme comme Hannah Arendt l'a conceptualisé. Et il y a d'autres régimes qui vont plutôt favoriser une forme d'autoritarisme, donc un pouvoir central qui est fort, toujours avec cette rhétorique de l'ennemi, avec ce culte du chef, ce parti unique, mais où les masses sont moins sollicitées. Et là, je pense justement à des régimes comme la Hongrie de Horthy, qui sont loin de cette conception, en tout cas selon moi, totalisante de l'Italie et de l'Allemagne. D'accord. Donc si je résume, on va peut-être se pencher maintenant là-dessus. Peur du communisme. Quels autres facteurs peuvent expliquer l'émergence de mouvements fascistes en Europe au début des années 20 ? Dans un premier temps, il y a cet immense traumatisme pour l'ensemble de la société européenne qu'est la Première Guerre mondiale. Alors on l'a compris, mais le fascisme est avant tout une réalité italienne. L'Italie participe au conflit dès 1915, perd 700 000 soldats, ce qui est absolument énorme. Elle fait partie des vainqueurs puisqu'elle a rejoint l'entente, mais ses revendications territoriales sont en partie ignoré au traité de Versailles, et on parle en Italie d'une vittoria mutilata, c'est une victoire mutilée. Finalement on a gagné, mais une génération entière s'est sacrifiée, mais pourquoi ? On se retrouve face à une crise économique, à une crise morale, alors que je viens de détailler justement ce sentiment de frustration immense. Et la situation économique est catastrophique. Les mouvements de grève se répandent au sein du pays. Et en guise d'alternative émergent donc dès mars 1919, alors plutôt dans le nord de l'Italie au début, ces faisceaux de combat, donc ces groupes d'anciens combattants, de militants qui finalement prétendent briser les grèves. Et ils sont rapidement soutenus par les industriels italiens qui voient bien sûr tout leur intérêt à ce que ces grèves cessent. Et donc ils sont progressivement porteurs d'une promesse d'ordre. Le mouvement se répand, s'organise sous l'avatar du Parti national fasciste qui, alors l'arrivée du pouvoir au fascisme est à la fois, on va dire, en apparence légale, puisque Mussolini est nommé à la tête du gouvernement par le roi, Victor Emmanuel III, mais après ce qu'on appelle la marche sur Rome, donc des militants fascistes descendent, convergent vers Rome afin de faire pression sur le gouvernement. Ils profitent bien sûr d'un système politique italien qui est complètement instable depuis déjà des années. Et à ce moment-là, est-ce que donc vraiment c'était un coup de force ou un coup de bluff ? Mais peut-être les deux. Pourquoi séparer les deux ? Peut-être les deux, justement. Peut-être qu'il y a beaucoup de calculs aussi. Enfin, justement, je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne nazie ou de l'Italie fasciste, mais j'ai un petit peu l'impression que, en fait, on joue beaucoup sur la limite de s'associer avec ces élites pour ensuite les retourner. C'est ce que Hitler fait avec une de ses, je ne sais plus laquelle de ses forces, mais je sais que si je dis pas de bêtises, la nuit des longs couteaux, il assassine en fait une partie de ses défenseurs en fait. Donc vraiment de la SA qui l'a exactement soutenu dans son arrivée au pouvoir, mais qui avait en tout cas pour une partie des dirigeants de la SA des
Des dissidences des dissidences, et ce sont les SS qui sont à la base, donc la garde personnelle d'Hitler, qui sont chargés de mener cette liquidation. Cette liquidation, exactement. Donc si je résume d'une part, pour expliquer l'émergence, donc ce que tu as dit Lucas, il y a la peur du communisme, il y a cette humiliation liée à la défaite, et puis l'expérience de la Grande Guerre. Et puis par rapport à l'accession au pouvoir, maintenant d'autre part, ce qui est très important, ou ce qui a joué un rôle important, c'est une collaboration avec des élites. C'est des dynamiques qu'on retrouve actuellement, mais c'est vrai que on a l'impression qu'au début, ces forces fascistes, ces forces collaborent beaucoup finalement au début avec les gouvernements. Elles ne sont pas directement opposées en fait à intégrer des listes électorales. On voit que le NSDAP finalement passe par la voie démocratique. Les nazis passent par la voie démocratique, à l'inverse en fait des fascistes. Donc on voit que finalement ils intègrent le gouvernement pour ensuite le démembrer de l'intérieur. Et ensuite, au moment où ils ont eu une telle force, une telle masse, qu'en fait le gouvernement ne pouvait plus reculer devant en fait la prise de pouvoir de ces forces-là. Et c'est intéressant de cette remarque, parce qu'on peut constater aussi qu'il y a une adaptation, et c'est-à-dire qu'Hitler au début voulait procéder de la même manière que les chemises noires italiennes, en prenant le pouvoir par la force. C'est le fameux putsch de Munich de novembre 1923 qui échoue totalement. Hitler est condamné, sauf erreur, à 5 ans de prison ou 10 ans de prison. Il écrit Mein Kampf, justement. Voilà, exactement. Et un de ses apprentissages à Hitler durant sa captivité est que tout coup d'État est voué à l'échec en Allemagne, et que il faudra accéder au pouvoir par les urnes. Alors il y a eu bien sûr un immense coup de pouce, c'est la crise économique de 1929 qui est aussi un facteur très important dans la montée, on va dire, dans la deuxième vague du fascisme en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu passer, il y a un livre de Johann Chapoutot qui est sorti récemment, Les Irresponsables, sur, justement, voilà, je l'ai là maintenant, qui traite de la montée au pouvoir d'Hitler. Et puis surtout, ce que Johann Chapoutot montre, c'est que entre l'élection présidentielle de 1932, vous me coupez si je dis des bêtises, et les élections législatives de 1932, en fait, les nazis stagnent et en fait même observent une régression, alors au niveau fédéral et aussi dans les Länder. C'est qu'ils régressent aussi au profit du KPD, qui est donc le Parti communiste, et justement ces élites conservatrices, chrétiennes, allemandes, pensent aussi pouvoir, en nommant Hitler chancelier, pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que son premier gouvernement n'est absolument pas... Et il n'est pas majoritaire, il compte aussi des membres d'autres partis. Mais finalement, tout ne se passe pas comme prévu, puisque un mois après sa nomination, il y a ce fameux incendie du Reichstag dont les causes sont toujours un peu mal connues, mais c'est surtout les conséquences qui importent, puisque Hitler arrive après un certain processus à se faire voter, à se faire octroyer les pleins pouvoirs. Et finalement, en juillet, le parti nazi, le NSDAP, est parti unique. Une installation de la dictature, d'ailleurs, beaucoup plus rapide qu'en Italie, où le fascisme met environ 3 ans et demi, 4 ans pour véritablement s'installer. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir. Tu as parlé de fascisme en Suisse, donc toujours dans les années 30. Est-ce que tu voudrais nous en dire un tout petit peu plus, parce que c'est pas forcément une histoire très connue encore aujourd'hui. Oui, alors un fascisme qui alors comme je l'ai dit, qui est adapté de l'Italie, adapté aux réalités suisses. Enfin, on a un attrait énorme, avec aussi des dirigeants, des figures de proue de ces mouvements intellectuels qui vont en Italie, qui rencontrent Mussolini. Pour autant, il ne faudrait pas non plus exagérer leur importance. C'est avant tout aussi des mouvements, alors dans le sillage de la grève générale de 1918, c'est des mouvements avant tout anticommunistes, mais qui n'auront jamais, finalement, dans la Suisse des années 1930, une quelconque assise électorale susceptible de... surtout, aussi ce qui est important en Suisse, c'est que
l'anticommunisme, un des moteurs de ce fascisme, est finalement assumé progressivement par l'État lui-même. Finalement, tout le monde est d'accord sur le fait que les communistes doivent être combattus, que ce soit les radicaux, les libéraux, les catholiques. Donc voilà, mais on a eu aussi des mouvements, voilà, qui commencent aussi à être étudiés, mais il y a aussi, je pense, encore plein de choses à faire là-dessus. Des mouvements, alors aussi, peut-être ça, c'est quelque chose sur lequel je suis moins renseigné, mais aussi en Suisse allemande aussi, un certain attrait pour le nazisme. Voilà, exactement, mais qui n'atteindra non plus, là encore jamais, une puissance susceptible d'inquiéter Berne. Ou, voilà, on en est très loin. On en est très loin. Si je peux peut-être citer un exemple, en 1932, il y a l'Union nationale qui a été fondée à Genève, si je ne me trompe pas, donc qui a un régime quand même fascisant, voire fasciste. Oui, c'est un mouvement fasciste. Ouais. Qui a par ailleurs participé à l'élimination de ce juif à Payerne. Jacques Chessé a écrit un livre dessus. Ouais, je crois bien. Donc là, on avait quand même une petite influence quand même. Alors on a traité du coup du fascisme maintenant assez abondamment des années 30. Vous n'êtes pas sans savoir que le terme fascisme commence à être, est utilisé aujourd'hui dans le débat public pour parler de mouvements d'extrême droite, le plus souvent. La première question qu'on pourrait demander ici par rapport à justement ces parallèles, quelles sont les principales différences que vous notez entre les mouvements fascistes pré-1945, les mouvements d'extrême droite dans l'Europe d'après-guerre, donc d'après Seconde Guerre mondiale, et puis aussi les différences de contexte qui pourraient peut-être nuancer l'utilisation contemporaine du terme fascisme. Donc, juste peut-être avant de te laisser répondre, Patrick, parce que je sais que c'est toi qui t'occupes de ça, je pense qu'au préalable, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on a vraiment, comme tu l'as dit, un cadre de référence qui change totalement. On passe d'une société en 1933 à aujourd'hui, et c'est vrai que ça peut être déroutant pour certains de parler fascisme, parce que justement, on n'a pas cette même image. Le fascisme, aujourd'hui, c'est plus les camps de concentration. Ça devient totalement différent, mais il faut garder à l'esprit que oui, il y a quand même des similitudes. Donc, Patrick, je te laisse... Si on reprend de nouveau en fait Umberto Eco, on voit beaucoup en fait de similitudes entre les axes qu'il fixe et aujourd'hui, et on les retrouve aussi finalement à l'époque. Umberto Eco est ce philosophe qui a justement vécu le fascisme en Italie et qui crée un petit peu ce fantoche fasciste, ce spectre fasciste. Et finalement, moi je peux tout à fait vous poser, et on peut en discuter, des questions, mais par exemple un des axes de Umberto Eco, c'est que le fascisme prône l'action pour l'action. Avant le mandat de Trump, enfin à sa non-réélection, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà, il y a une prise du Capitole, donc là on prône vraiment l'action pour l'action, on néglige finalement la voie démocratique et on essaye de prendre le pouvoir de force. Il y a d'autres axes. Je vais de nouveau parler des États-Unis, mais l'axe 9 de Umberto Eco, c'est la vie est une guerre permanente. Donald Trump, quand il a eu justement cette balle qu'il a loupée, on retient ce qu'il a dit et c'est devenu finalement un mot d'ordre aux États-Unis. Ils disent fight, fight, fight. Donc on est vraiment dans une guerre perpétuelle. Il y a aussi le culte de l'héros dont on a déjà parlé, qui se retrouve aujourd'hui beaucoup finalement sur les réseaux sociaux, avec toute cette théorie de mâle alpha, de machisme, de la force des questions sexuelles des hommes, méprisant justement les mouvements LGBTQIA+, et les femmes. On sait de quel personnage on parle. Donc finalement, le fascisme de l'époque de 1930, il n'existe plus aujourd'hui. On n'est pas dans du nazisme, on n'est pas dans du fascisme italien. En revanche, on est dans du fascisme par en fait ces axes, ces idées et ces fondements. Comment est-ce qu'on les applique ? Et donc aujourd'hui, on retrouve beaucoup en fait de similitudes entre l'époque et aujourd'hui. Donc tu notes en tout cas à partir de la définition en 14 points de Umberto Eco des similitudes. Très bien. Et à partir de là, est-ce que d'autres notions que le terme donc de fascisme vous semblent plus pertinentes pour analyser le présent, ou au contraire vous estimez que la comparaison et même la réutilisation du terme est utile pour appréhender ce qui nous arrive ? Moi, je pense que
Effectivement, c'est un terme à nuancer. C'est un débat qui est encore aujourd'hui, par exemple au Portugal, très actualisé. Quand on parle de la dictature, les mouvements de gauche traitent la dictature de fasciste, tandis que les mouvements conservateurs disent que non, effectivement, c'était une dictature, mais en rien, elle était fasciste. Donc on est toujours dans des débats perpétuels sur ce qu'est le fascisme. Ce qu'on vient de discuter juste avant, en fait, permet de dire que en fait, le fascisme peut s'appliquer à n'importe quelle époque si on considère effectivement la base théorique des 14 signes du fascisme. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler par exemple, je sais qu'on dit que l'AfD sont des nazis. L'AfD, c'est l'AfD. Peut-être qu'ils ont des idéologies qui descendent directement des idéologies nazies, mais aujourd'hui, l'AfD est l'AfD. Donc c'est un petit peu cette question-là qu'on a en histoire. Et donc, en tant qu'historien, vous, ce que vous allez chercher, c'est, et ce qui est peut-être aussi plus intéressant pour la réflexion, c'est les différences entre les deux époques, les deux temps. Est-ce que vous en avez en tête des différences assez fondamentales entre les deux contextes? Est-ce que vous en notez certaines? Je pense qu'on va presque relever les dynamiques en fait qui lient les deux. Ça va plutôt être ça. Est-ce qu'il y a des acteurs, par exemple nazis, qui sont dans les mouvements de résurgence d'extrême droite en Allemagne et qui ensuite ont découlé sur l'AfD? On va plutôt analyser le passé. On va pas analyser justement les éléments du présent. Si on va analyser le présent de l'AfD et les idées peut-être qui découlent du nazisme, on va plutôt être dans de la science politique. Et c'est pas forcément le job de l'historien. Exact. Et peut-être aussi dans la situation actuelle, notamment avec les réseaux sociaux, il y a aussi une quête de respectabilité de ces partis d'extrême droite. On ne s'associe aucunement au fascisme historique, on essaie de s'en différencier, malgré des fois certaines on va dire contradictions ou dissonances, quand on pense au cas du RN qui a comme un ancrage en termes idéologiques et même quand on observe le profil de ses fondateurs dans des milieux néo-nazis ou nostalgiques en tout cas du régime de Vichy ou de l'Allemagne nazie, mais on a on va dire un travail, alors pour timide qu'il soit, qui est fait par les dirigeants de ces partis aujourd'hui pour se distancier de ces figures. Alors oui, bien sûr, on a été fondé par telle personne, mais on n'est pas comme ça. Enfin voilà, par exemple, tu mentionnais le salut nazi de Steve Bannon récemment, Jordan Bardella. Alors je sais plus si c'était une convention ou quelque chose comme ça. Ouais, la convention publique aux États-Unis, et Jordan Bardella a été invité. Voilà, et a refusé de s'y rendre suite à ce salut nazi. On ne veut plus être associé. Alors, il y était, mais il a refusé de passer juste derrière Steve Bannon qui venait de faire son salut nazi. Ouais. Et puis Steve Bannon a dit que c'était une poule mouillée globalement. Si on reprend juste l'exemple de l'AfD se distance plus du tout des nazis. On a vu par exemple des affiches de campagne de victoire électorale où effectivement ils reprennent mot pour mot le SIG. Et le SIG en Allemagne est très connoté. Donc effectivement, il y a une distanciation jusqu'à ce que en fait, on soit clairement assumé, qu'on s'assume en fait descendant de ces partis-là. Mais effectivement, il y a une période un petit peu floue où ces partis jouent un petit peu entre les deux et disent oui, on n'est pas nazi. Jusqu'au moment où en fait, ça va jusqu'à mettre des saluts nazis sur les affiches en fait. Alors par rapport à ça, je voudrais rebondir et vous faire écouter un extrait d'une interview de Yoann Chapoutot justement. Il répondait à Salomé Saké sur Blast. Alors là où il y a une comparaison possible, c'est que de fait, si on gomme ce paramètre de la diffusion anthropologique de la violence dans l'entre-deux-guerres, il y a de fait un rapport qui est comparable des extrêmes droites des années 30 à l'état de droit, à la démocratie, au parlementarisme, à la notion même de droit humain, comparable à ce que l'on voit aujourd'hui dans les extrêmes droites européennes et américaines, nord-américaines et sud-américaines. Donc la comparaison
elle est légitime, elle est par définition légitime parce qu'on passe notre temps à comparer. Ensuite, elle est plus ou moins pertinente, et là, je pense qu'elle est de plus en plus pertinente. Elle est d'autant plus pertinente que c'est pas nous qui la faisons, cette comparaison. Ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les chercheurs, ce ne sont pas les historiens qui, premièrement, font cette comparaison. J'entends par là que des gens qui font des saluts nazis, qui font des références explicites au nazisme, à l'extrême droite des années 30, ce sont certains acteurs sociaux et certains acteurs politiques eux-mêmes. Donc la référence aux années 30, elle s'impose par les saluts nazis qu'un Musk ou qu'un Bannon vont eux-mêmes faire publiquement. Et ensuite, dans un second temps, les journalistes et les historiens eh bien, sont bien obligés de s'en saisir, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du phénomène. Alors là, sur un plan plus personnel, est-ce que vous partagez la vision de Monsieur Chapoutot, donc par rapport à la pertinence d'une comparaison du fait même de ces références qui proviennent des acteurs politiques eux-mêmes, ou en tant qu'historien, vous gardez quand même justement le recul historique dont on parlait au début de l'émission? Moi, je sais que personnellement, j'arriverai pas forcément à me prononcer. Justement, j'ai besoin de ces sources, j'ai besoin de ce recul temporel nécessaire, et j'ai pas les armes en fait pour répondre à cette question. Et en fait, pour rebondir sur ça, le recul historique, en fait, il répond à quoi? Quand on se trouve en fait en face des événements, on est aveuglé par beaucoup de choses. Ce qui s'appelle ce que Johan Chapoutot reprend aussi, il alerte en fait sur les dangers d'un aveuglement collectif. Quand on se trouve face à l'épisode, quand on se trouve face, par exemple, au salut nazi de Musk, beaucoup vont défendre son salut nazi en disant mais oui, ok, il reprend ça, etc. Mais on n'a pas forcément le recul aujourd'hui pour dire effectivement, ce salut nazi représentait cette chose-là. Donc, du coup, bien sûr qu'il y a des similitudes. Mon historien intérieur dirait fais attention, base-toi sur les sources. Mais mon fidèle allié de Marx relèverait clairement finalement que oui, il faut faire attention et qu'en fait, on se doit de réagir. Non, ouais, il y a cette ambivalence. À la fois, on voit ces signes, on voit ces symboles, on voit ces discours. On voit aussi une acceptabilité de plus en plus poussée. Enfin, je pense sincèrement, avec l'élection de Donald Trump, aussi ce qui peut se passer dans d'autres pays européens, que l'on accepte beaucoup plus de choses. On accepte aussi, enfin, on se permet, on va dire, beaucoup plus de références au fascisme que peut-être il y a 10 ans. Mais bien sûr, on va dire, d'un point de vue historique, les historiens dans 60 ans seront beaucoup plus à même que nous, voilà, au risque de formuler une réponse décevante, de repérer ces dynamiques et de repérer continuité et rupture entre ce fascisme, ce nazisme des années 1920, 1930, 1940 et ces mouvements que l'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Tu parles, Lucas, de cette acceptabilité, et ça me fait tout de suite penser à ce concept de la fenêtre d'Overton, où aujourd'hui, notre curseur de ce qui est acceptable commence à s'élargir, plus on dit des âneries, finalement. Et c'est vrai que peut-être que notre regard, nous, est biaisé parce qu'on est au plein milieu de cette fenêtre d'Overton, et peut-être que il y a 3 ans, on aurait dit « Ah, mais mon Dieu, ça c'est très grave », et aujourd'hui, on se dit « Bon, ça Exactement. va, finalement ». Exactement. Effectivement, qu'un bras droit d'un allié politique puisse ouvertement faire un salut nazi sur une scène électorale d'ailleurs, ça nous aurait effectivement choqué il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec la montée des mouvements d'extrême droite, peut-être qu'aujourd'hui on se retrouve en fait finalement moins choqué face à ces gestes, moins choqué face à des paroles aussi qui sont finalement très controversées. Je pense notamment à Pascal Praud sur CNews qui demande à Gérald Darmanin s'il pensait rouvrir des bagnes. Je rappelle que des bagnes, en fait, c'est des prisons, la plupart du temps dans les colonies, qui sont vraiment des camps de travail. Et donc, ouvertement, aujourd'hui, à la télé sur une chaîne, alors effectivement, je propose la chaîne la plus discutée du moment, mais on se retrouve dans l'espace public, en fait. Et justement, dans l'espace public, on ose se permettre de dire des choses comme ça. Et c'est effectivement ce qu'il vient de faire. Il vient d'ouvrir la fenêtre d'Overton et il vient de proposer, en fait, il vient juste de en fait poser dans l'espace public, poser dans l'idée commune qu'en fait ouvrir un bagne, ça peut être quelque chose d'envisageable.
Alors donc on a parlé de fenêtres d'Overton, ce qui est aussi assez effrayant et qu'on voit de plus en plus aussi dans le débat public, c'est des formes de révisionnisme de l'histoire. On a pu voir Zemmour dire que Mussolini était un socialiste ou que peut-être avait sauvé des juifs. On a pu entendre aussi Alice Weidel, donc la chef de l'AfD, en meeting avec Elon Musk, dire que Hitler était fondamentalement un communiste. Toi, Patrick, t'es venu avec une autre source que tu veux nous faire écouter maintenant. Exactement. Donc, pour contextualiser, on est le 30 avril quand on est en train d'enregistrer ça. Et aujourd'hui, un collectif Antifa a publié toutes les conversations et les contacts d'un groupe qui se nomme Thelma. Le Rassemblement Roman Patriote. Exactement. Donc ça, c'est un nouveau groupe d'extrême droite qui vient d'apparaître en Suisse et ils disent ça. Le colonialisme est une idée de gauche, et c'est même factuel historiquement parlant. La droite nationaliste, elle, s'est toujours concentrée sur les besoins de son propre peuple, plutôt que sur les conquêtes économiques. Marre de la désinformation, rejoins le Rassemblement Roman Patriote. Voilà. Le colonialisme, c'est une idée de gauche. Est-ce qu'on peut juste entamer et saisir la violence des propos? Le colonialisme est un fait. Le colonialisme est un fait historique. Des historiens se sont penchés sur la question. Il y a des preuves matérielles, il y a des preuves humaines et il y a des preuves photographiques, textuelles de ce qu'a été le colonialisme international. Est-ce qu'il ne parlerait pas du débat, donc surtout en France, donc c'était plutôt la gauche qui était à promouvoir Jules Ferry, tout ça. Versus, c'est qui l'autre? J'ai déjà oublié. Clémenceau. Et donc Clémenceau de droite qui est contre le colonialisme et donc plutôt que de parler de colonialisme comme concept, comme réalité, c'est-à-dire un projet de la gauche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, effectivement. Mais en fait, aujourd'hui, de le dire aujourd'hui, en fait, c'est ça mon problème, c'est de le dire aujourd'hui. Lui, il fait un lien total entre le contexte de l'époque et aujourd'hui. Et il vient dire aujourd'hui, en fait, que le colonialisme, encore aujourd'hui, c'est un concept de gauche. Alors qu'effectivement, il y a pu avoir à l'époque des partisans du colonialisme qui étaient beaucoup plus libéraux. Mais là, ce qu'il vient à poser, c'est que encore aujourd'hui, la construction du colonialisme est de gauche parce que en fait, ça n'a pas du tout été un concept. Et là, je pense par exemple au Portugal, qui pendant la période salazariste, qui ne s'est pas du tout considérée colonisatrice parce qu'en fait, elle a intégré ces populations, elle a aidé ces populations. Donc là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser un discours de justification du colonialisme international. Et là est le problème de ses propos, en fait, pour moi. Et c'est aussi intéressant de voir à quel point on prend... on va dire, alors je vais pas dire des cas isolés, mais effectivement des figures qu'on classerait aujourd'hui plutôt à gauche, qui soutenaient effectivement le colonialisme pour finalement en faire une généralité. Et c'est aussi intéressant parce que cette idée de Mussolini socialiste, alors qui est une réalité historique avant 1914, mais c'est quelqu'un qui va totalement se distancier de ce mouvement et au final on va prendre un élément... on prend des éléments qui ne correspondent pas à la même partie de la vie de Mussolini et c'est pour finalement généraliser son engagement socialiste qui cesse complètement à partir de 1914 et de la Première Guerre mondiale. Là où je veux en venir avec le fait qu'ils reprennent aujourd'hui l'idée que le colonialisme, même si le colonialisme aurait été inventé par la gauche, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui de le réappliquer, de le reproposer comme ça, finalement c'est une réactivation d'une idée qui appartient au passé. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est beaucoup dans des dynamiques où on réactive des idées qui appartiennent au passé. Exactement. Mm-hmm. Et donc là, on voit poindre finalement un des rôles de l'histoire. Est-ce que pour vous, justement, les historiens, enfin plutôt, si les historiens ont un rôle à jouer dans le débat public, ça serait lequel selon vous? Est-ce que ça serait justement se concentrer sur une vérification, plutôt un regard d'expert, de présenter des faits? Alors je pense effectivement que c'est pour moi la posture, on va dire la plus adaptée. Enfin, l'historien, en tout cas au sens strict du terme, n'est pas un militant, n'est pas un lanceur d'alerte. Alors il peut bien sûr être les deux, mais la cohabitation est toujours un peu compliquée, on va dire.
Mais effectivement, ce rôle d'expert, c'est finalement, je pense, le sien, celui de recontextualiser les faits, justement de repérer ces différences, ces similarités qu'on a développées auparavant. Pour autant, voilà, justement, que ces analyses ne soient pas, on va dire, annexes, mais qu'elles aient aussi de la visibilité. Et c'est aussi intéressant de voir que, par exemple, un historien comme Johan Chapoutot est qualifié de wokiste aujourd'hui, ou justement parce qu'il a un peu cette posture d'historien médiatique et qu'il défend, on va dire, du fait qu'il critique, il fait plus que ça, qu'il dénonce le fascisme, on le place immédiatement dans une case, on transpose finalement ses recherches au champ politique, alors que ces recherches restent fondées historiquement. C'est une des références sur le nazisme en France. Donc, Et à partir de là, est-ce que vous pensez que ce genre de posture d'historien, plutôt engagé politiquement, a sa place dans un débat public ou au contraire aurait tendance à nuire à la réputation des sciences historiques? Est-ce que vous avez une réflexion à porter là-dessus? Mais en fait, en tant qu'historien, on défend aussi un credo. Et ce credo, il s'appelle la vérité historique. Chaque historien tend à atteindre une partie de la vérité historique. On essaie de reconstituer ce qu'il s'est passé dans le passé. Et donc, quand on se retrouve face à la constante remise en question des faits qui ont été avérés, dont je pense notamment au négationnisme de la Shoah, en fait, l'historien, il doit se positionner. Non seulement car il y voit des erreurs historiques, mais parce que c'est son credo. On doit résister finalement pour atteindre et défendre l'idéal de vérité historique, en fait, dans les recherches qu'on a menées, parce qu'on travaille, on transpire en fait en faisant ces recherches. Et en fait, on doit les défendre. Et souvent, quand l'historien est attaqué, quand on remet en question ses recherches, l'historien s'est basé sur quelque chose. Effectivement, on peut toujours avoir des biais sociaux, des biais cognitifs qui influent sur nos recherches. Mais le credo de l'historien, c'est surtout ça, c'est de faire en fait vivre la vérité historique. Est-ce que c'est ça qui vous a poussé à entreprendre des études en histoire? Sur un plan plus personnel, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de commencer des études en histoire? À titre personnel, alors c'est peut-être pas très bien de commencer par moi, parce que c'est vraiment plus un intérêt personnel que j'ai développé bien avant d'écouter des historiens sur des plateaux télé. Mais c'est vrai qu'après c'est bien sûr une dimension qui se greffe. On prend conscience du rôle de l'historien qu'a aussi l'historien à jouer au sein de la société. Et puis je pense que il ne faut pas, on place souvent les historiens un peu dans leur tour d'ivoire, mais il ne faut pas non plus s'y placer nous-mêmes. Enfin voilà, on a aussi nos recherches peuvent intéresser, nos recherches ont une résonance dans l'actualité. Et voilà, bien sûr, c'est une dimension qui joue. Après voilà, comme je l'ai dit, moi c'est plutôt la passion, mais ça peut faire partie de la passion totalement. De mon côté, ça a été en fait le fait que je viens d'une famille qui a immigré ici en Suisse et dont je n'avais aucune trace en fait. Ma famille provient d'une région rurale du Portugal et donc au contraire de ce qu'on a ici, les registres n'étaient pas systématiquement remplis, les preuves historiques ou les preuves d'héritage non plus, comme on provient d'une région très pauvre. Donc en fait, c'était un petit peu ça. Et ce qui m'a donné envie de faire l'histoire, c'est qu'une fois, je suis tombé sur le registre de ma famille et de là, de fil en aiguille, en lisant des écritures de prêtres de l'époque, j'ai pu reconstituer en fait une partie de mon arbre généalogique et donc c'est un petit peu cette enquête en fait, cet esprit d'enquête qui m'a donné envie de faire de l'histoire. Et je tiens aussi à remercier mon professeur Alain Chardonnance de l'ECG qui a été mon grand mentor, mon maître Jedi. Merci Alain Chardonnance. Moi personnellement je te rejoins aussi sur ces figures qui m'ont marqué quand j'étais au collège. Je pense notamment à Pierre-Alain Delitro et à Denis Barin, je fais ma petite publicité. J'ai surtout souvenir de travailler à partir de sources. J'ai souvenir de cette affiche pour la révision de la Constitution suisse en 74, si je ne dis pas de bêtises. Mais peut-être que j'avais une vision qui était encore un peu biaisée d'histoire. Je pensais vraiment qu'en arrivant à l'université, j'allais étudier des dates, des faits ou des batailles. Et finalement, en fait, ça m'a appris bien plus.
Je pense qu'on l'a prouvé tout au long de ce podcast, juste une manière de penser, une manière de réfléchir, un esprit critique, qui sont d'ailleurs, d'après moi, des qualités et des compétences qui sont essentielles au-delà juste de l'université. Que l'on développe aussi pendant l'université. Et qu'on développe aussi par, tout à l'heure on allait boire un verre avant le podcast, par des discussions un peu plus informelles, de se nourrir aussi des réflexions des autres. Je pense, Patrick, ton sujet de mémoire, il m'a beaucoup aidé parce que j'ai découvert des zones totalement insoupçonnées de mon sujet. Et c'est aussi ça, les études en histoire, pas uniquement cette idée d'un historien reclus, seul avec ses livres et ses archives poussiéreuses. On partage énormément nos recherches aussi, il faut le dire. Ouais, voilà, oui, on aime en parler aussi, ouais. et on s'enrichit mutuellement là-dessus. Si vous deviez donner une seule bonne raison, on va peut-être terminer par ça, une seule bonne raison de faire de l'histoire. Alors je pense qu'on vit dans une société, mais qui est imprégnée d'histoire, que ce soit nos villes, nos monuments, les livres que l'on lit, mais que ce soit de la littérature, c'est littéralement omniprésent. Et je pense que ça ouvre un univers de compréhension, de curiosité qui est absolument incroyable. C'est savoir aussi d'où l'on vient d'une certaine manière, pourquoi notre société est faite ainsi. Et je pense vraiment que c'est aussi, ça nous permet de poser un regard tourné vers le passé, mais un autre regard sur notre monde contemporain qui est, je vais un peu vendre les études, mais qui est pour moi en tout cas essentiel, au moins un minimum. Mais... Un regard, Thelma Moi je dirais regard analytique. Ma réponse est peut-être moins passionnante, mais je te rejoins tout à fait, Lucas, sur ce que tu dis. Mais moi, je dirais que ce qui m'a stimulée, surtout ces 2 dernières années en master, c'est ce cadre méthodologique qu'on applique. C'est l'idée, en fait, qu'on ne doit pas se laisser happer par nos opinions personnelles, mais plutôt, justement, par un cadre de référence, par une méthode, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire, c'est une science, au-delà juste d'être la passion pour certains. Et c'est justement d'essayer d'apposer ce regard critique et analytique, et d'avoir un cadre conceptuel pour analyser mes sources, je dirais. Regard critique, regard analytique, dernier regard. Moi, je crois que j'aime juste parler des gens qui n'ont jamais eu le droit à la parole. En fait, c'est visibiliser des personnes qui ont été invisibilisées, les gens qu'on a jugés dans le passé de manière négative, mais qui essayaient juste en fait d'exister. Et en fait, je crois que l'historien, c'est un petit peu ça. C'est en fait parler, en tout cas en histoire sociale, de zones grises, de démonter des préjugés qu'on avait à l'époque et qui en fait montraient que ce que l'on disait en fait a une autre face. Un regard et un coup de projecteur. Merci infiniment pour votre présence lors de cette discussion. Je rappelle donc le prochain événement de la Farschaft, le 13 mai, si j'ai bien suivi. 13 mai, oui. Histoire d'en boire une au bord de la Sari. Exactement, mais merci encore. Merci à toi. Lucas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce café radio historique sur la radio Unimix, la radio étudiante de l'Université de Fribourg. Vous pouvez retrouver d'autres cafés radio sur le site internet de Unimix ou bien directement sur le compte SoundCloud de la radio. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt.